Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Histoire d'un soir, un podcast où on fait de l'histoire un soir sur deux. Mon nom à moi, c'est Héloïse Venn. Puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Élodie Adam-Vézina, qui est une psychologue qui travaille présentement dans une clinique à Montréal. Puis elle, lorsqu'elle a fait son doctorat en psychologie, elle a écrit un essai doctoral qui s'intitule De Freud au père Mayou, transmission, paradoxe et institutionnalisation, une histoire des origines de la psychanalyse au Québec. Donc, on s'est entretenu autour du sujet de son essai doctoral. Vous allez voir qu'on a pensé, on a été dans plein de directions, on était super stimulés. On a parlé de la Révolution tranquille, de l'organisation de la psychanalyse en tant que discipline présente au Québec depuis les années 60. J'ai même parlé de ma propre expérience auprès des cabinets de psychanalystes. Donc, vous allez voir que c'était une discussion qui était vraiment riche, très, très intéressante. Puis voilà, je vous souhaite un bon podcast. Cool. Allô? Allô? Fait qu'on va commencer, comme d'habitude, avec la petite chronique café. Vas-y, mon Jay. Salut à tous. En fait, aujourd'hui, le café, c'est un café de Canal, qui est un torréfacteur établi dans le sud-ouest, qui ont aussi eux-mêmes leur café qui s'appelle Lily Oli. Vraiment cool. C'est un petit café plus classique. Arôme chocolat noir, puis canne à sucre, qui se boit super, super bien avec du lait. C'est un Colombien, c'est des origines uniques. Il vient de la région de Caldas, qui est en fait une des trois principaux endroits en Colombie où les exportations de café se font. C'est vraiment l'épicentre pour le café. Cool. Fait que je vais faire goûter ça. D'ailleurs, ce qui est quand même drôle à savoir avec la Colombie, c'est que pour leur café, généralement, le café ne vient pas d'Amérique, en fait. Puis, il avait été introduit dans les années 1700 par les Jésuites, OK. En Colombie, entre autres. Puis, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Ça a pris à peu près 150 ans pour que le café pogne en popularité. Puis, jusqu'à ce que pour la Colombie, ça devienne en début 1900, donc 1912, 1915, 50% de leur exportation. OK, wow. Fait que pour ce pays-là, qui est généralement assez connu pour son café, justement, on voit que c'est quelque chose qui date d'assez loin par rapport à même certains autres pays principaux exportateurs en termes de café. L'histoire du Ben, café. c'est ça. Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que ça paraît tellement que tu es un ex-étudiant en histoire parce que tu dis ça n'a pas pris de temps, ça a pris 150 ans. C'est clair. Tu sais, quand t'es pas dans le domaine, ça a l'air long, 150 ans, tu sais. Hey, mon Dieu, 150 ans. Tu clignes des yeux puis ça fait 150 ans. C'est Là. ça, exact. C'est quand encore notre période, tu sais. Puis, mais moi, il y a une chose que j'aimerais que tu expliques, c'est la différence quand tu dis une origine unique. Origine unique, c'est Ouais. que ça vient d'une seule place. Généralement, c'est une seule variété d'arbres en général. Puis, ça vient vraiment d'un endroit, d'une ferme surtout. OK. Fait que généralement, avec des origines uniques, c'est plus facile aussi aller chercher sa provenance en termes de commerce aussi. Là, tu peux mieux voir aussi qu'est-ce qui se passe autour de ça. Puis les origines uniques aussi, ce qui va arriver, c'est que chaque variété, peu importe où ça pousse, même si c'est exactement la même variété d'arbre, va avoir des goûts différents. Fait que tu le sais que quand tu as un café d'origine unique éthiopien versus, admettons là, un colombien, mais tu sais qu'un éthiopien va être généralement va tourner plus vers le fruité. Parce qu'un colombien va tourner plus vers le corps. Mais là, après ça, ça a toujours rapport avec le torréfacteur et la façon dont eux, ils brûlent. Mais ça permet vraiment de pouvoir mieux cibler ton café comparé à des assemblages qui sont généralement des cafés qui peuvent provenir d'un peu partout, qui est tout autant bon, mais qui, généralement, un assemblage, c'est ça, ça va permettre d'aller chercher une autre palette de goûts ou de peaufiner plus. Fait que si on veut un café
qui a, oui, un petit goût fruité, mais qui peut avoir un gros corps très lourd, mais à ce moment-là, il y a une possibilité d'aller chercher les origines puis les mélanger en conséquence. J'ai envie d'écouter. Fait que merci à Yoeco aussi là, de nous avoir fourni ce café-là. C'est vraiment, vraiment cool. Vous irez faire un tour, c'est sur le rando à Vinemar. Oui, c'est ça. En fait, peut-être juste pour expliquer, là, on a un petit partenariat sympathique avec le café Yoeco qui est situé dans le quartier Vinemar. Puis c'est ça, c'est eux qui nous fournissent le café à chaque émission. Fait que là, cette semaine, Jérémy a choisi Canal. Fait qu'on peut goûter. C'était déjà fait. Merci. Donc, c'est ça, on voit vraiment le corps du café très rapidement avec celui-là. Puis après ça, souvent, je vais le dire comme ça, en arrière-goût. Dans le fond, ce qui reste après la gorgée, c'est là que tout le côté canne à sucre ressort. Oui, vraiment. C'est ce que j'aime bien de ce petit café-là, parce que c'est un café qui, peu importe qui est la personne, en général, c'est un café qui tombe plus vers le classique, mais qui a quand même ce swing-là. C'est vraiment le fun. Je l'aime bien, ce petit café-là. Elle a dit, je suis curieuse, est-ce que tu goûtes l'acide, le petit côté acidulé dedans? Légèrement. Je suis loin d'être une connaisseur, mais je vais profiter des effets de la caféine et du goût. Non, mais je trouve, je l'aime bien. Ouais, c'est un de mes preneuses. Pour alimenter vos conversations. Voilà. Faut l'important. C'est le meilleur café pour ce soir. Excellent. Sur ce, bonne soirée à vous deux. Merci beaucoup. C'est une belle petite chronique. C'est toujours le fun. Bon show. Merci. Bon. Fait que là, Élodie, on met le focus sur toi. D'accord. Je tenterai d'être à la hauteur. C'est ça. Compréhensible. Donc, toi, tu es psychologue. Oui. Tu travailles présentement dans une clinique à Montréal. Oui, une clinique privée. Ouais. Donc, tu es détentrice d'un doctorat en psychologie. Oui. Puis, dans le cours de ton parcours, tu as écrit un essai doctoral qui s'intitule « De Freud au père Mailloux, transmission, paradoxe et institutionnalisation, une histoire des origines de la psychanalyse au Québec ». Oui. Et quand je parle du père Mailloux, je ne parle pas du doc Mailloux. C'est important. Je pensais de le mentionner. Non, ça aurait pu sonner comme une bonne blague à mettre dans un titre d'essai doctoral, mais non, Noël Mailloux, c'est un dominicain et c'est un peu un des pionniers, en fait, de l'histoire psychanalytique du Québec qui a été écarté carrément de son histoire. Là, je pense qu'il y a une bourse qui porte son nom ou peut-être un pavillon à quelque part, mais ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à faire cette histoire-là de la psychanalyse parce que je trouvais que c'était étonnant que ce pionnier-là soit un petit peu disparu de l'histoire dans tout le processus de création des institutions officielles. Et puis, j'ai voulu un petit peu tenter de le réhabiliter, là, notamment dans mes objectifs, mais tout ça pour dire que non, il ne s'agit pas du doc Mailloux, mais bien de Noël Mailloux, qui était un dominicain et prof de psychologie dans les années 40 à l'Université de Montréal. Parfait. Merci de le spécifier parce que, pour vrai, moi, je me suis vraiment fait prendre au piège. Quand t'es pas dans le domaine, tu vois Mailloux, c'est ça. Cool, fait que toi... C'est ça, c'est malheureux qu'on retienne Doc Mailloux plutôt que Noël Mailloux, mais oui, bref, passons. On s'appelle le Doc Mailloux à Love Story. Moi, je l'écoutais quand j'étais petite. Fait que toi, dans quel établissement puis auprès de quel chercheur est-ce que tu as poursuivi tes études? Mais c'est ça, moi, j'ai un parcours un peu long et chaotique, mais c'est-à-dire... j'ai des études universitaires antérieures à la psychologie. Là, j'ai des études en biologie. J'ai une petite... c'est drôle quand on pense que Freud était neurologue, il s'intéressait beaucoup à la biologie. Loin de moi l'idée de... Mais finalement, les parcours sont plus cohérents peut-être qu'ils n'y paraissent. Mais après une petite incursion dans le domaine de la biologie puis de la linguistique, j'ai fait un bac et une maîtrise en littérature. Okay. Puis j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là, en édition puis en enseignement. Puis pour plein de raisons... sur lesquelles je ne m'attarderai pas nécessairement, mais certaines insatisfactions, puis une désillusion peut-être du milieu universitaire aussi, je pensais naïvement poursuivre et devenir peut-être un jour professeur. Non, c'est pas du tout ça qui s'est passé, mais c'est dans ma propre expérience, en fait, de la psychanalyse, là, mon vécu expérientiel de cette thérapie-là, que je me suis comme rendu compte que le rapport à un métier de relation d'aide, je pense que je repoussais finalement, était toujours, me titillait, puis finalement, j'ai décidé un petit peu tardivement, c'est-à-dire de retourner sur les bancs d'école. J'ai fait mon baccalauréat en psycho à l'UDM.
parce que j'avais fait mes études antérieures là-bas, puis pour des raisons logistiques, c'était plus simple. Puis j'ai été un peu peut-être déçue. Je pensais naïvement retrouver la psychanalyse, en fait, en psychologie à l'Université de Montréal. On en parlait très peu. Elle était un petit peu tournée en dérision aussi, vue comme une discipline moribonde. Tu sais, on n'arrête pas de parler de la mort de la psychanalyse, mais on n'arrête pas, ça fait 50 ans qu'on annonce la mort de la psychanalyse. Visiblement, les soins palliatifs sont longs. Donc, bref, je suis allée à l'UQAM pour faire mon doc, puis là, ça a été vraiment... J'ai découvert une culture psychanalytique plus importante. Les idées psychanalytiques étaient portées autant par les professeurs, par les élèves. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'en pratique, c'était vraiment une approche qui était autant utilisée au privé, mais même dans le milieu institutionnel aussi, dans le système médical, dans le milieu médical. Puis que la thérapie par le lien, en fait, une thérapie au plus long cours qui fonctionne avec ce qu'on appelle la relation transférentielle ou la relation qui s'établit entre le patient ou le client ou l'analysant et le thérapeute, ben c'est là que se déjoue énormément d'enjeux puis de souffrances. Donc, l'efficacité a vraiment fait ses preuves là, par rapport à cette modalité-là. Donc, ça m'a étonnée, en fait, qu'on décrit qu'on l'accuse d'être non scientifique alors qu'en fait, elle est efficace. Puis, voilà. Bref, c'est un petit peu pour mon parcours, mais c'est à l'UQAM que j'ai fait mon essai doctoral. OK. Fait que tu as vraiment remarqué une bonne différence dans la culture autour de la psychodynamique entre l'UDM puis l'UQAM en tant que... C'est sûr qu'on parle au niveau du bac puis du doc parce que c'est un passage, on saute là, du baccalauréat. Il n'y a pas de maîtrise. C'est un doctorat qui combine maîtrise et doctorat. Là, donc, c'est un petit peu plus long. En fait, pas mal plus long. Mais ça permet de faire ce saut-là. Donc, entre le premier cycle et les études supérieures, c'est sûr que c'est pas c'est des cours d'amphithéâtre, puis c'est pas du tout la même... peut-être que si j'avais poursuivi au doc, j'aurais rencontré des professeurs aussi, mais je trouvais qu'il y avait peu de représentants de cette discipline-là. Il y en a, là, j'ai des noms qui me viennent en tête de professeurs qui portent ça, mais je trouvais que c'était... En tout cas, qu'elle était beaucoup moins incarnée dans une clinique, qu'on n'en parlait pas comme des idées qui ont lieu d'être, puis qui permettent de faire un réel travail clinique auprès de gens très souffrants. Parce que, tu sais, on a souvent l'a priori, tu sais, Woody Allen en tête, là, qui fait une psychanalyse de 25 ans qui sert finalement pas à grand-chose parce qu'il est toujours aussi névrosé et qu'il a toujours les mêmes tocs et la même anxiété sociale. Et bon, bref, et d'autres choses qu'on a appris par la suite. Mais en fait, c'est tout le contraire. Tu sais, il y a des psychopathologies très graves, des gens excessivement carencés, des chocs post-traumatiques. Tu sais, dans le fond, c'est une discipline, une théorie, puis une méthode de traitement qui peuvent vraiment soulager des souffrances extrêmes qu'on n'associe pas nécessairement. Tu sais, on pense à la madame d'Outremont qui va s'étendre sur un divan pour parler de ses angoisses existentielles, puis sans du tout dénigrer les angoisses existentielles des dames d'Outremont. Là, je voudrais choquer personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une infinité de clientèle, même si c'est vraiment pas un terme que j'affectionne, là. Puis des souffrances diverses et très grandes qui trouvent écho dans ce rapport-là, la parole qui est singulier, parce que il n'y en a pas, mais en fait même plus peut-être des espaces comme ça de parole, tu sais, compte tenu en tout cas, d'une société où ça va vite, où le rapport à l'autre est modulé par plein de choses, la technologie et autres. Tu sais, c'est très rare qu'on a cet espace-là pendant 50 minutes chaque semaine pour parler de soi. Puis c'est un rapport à soi aussi qui est singulier puis qui n'est pas favorisé nécessairement par la culture ambiante. Oui, c'est vrai. Bref, alors c'est un peu... ça fait que oui, je pense des cultures psychanalytiques différentes selon l'université qui l'enseigne. Puis encore là, il faut rappeler, tu sais, je ne sais pas si c'est une petite digression, là, mais tu sais, on parle de... Il ne faut pas confondre psychologie puis psychanalyse parce qu'en fait, la psychanalyse, elle ne s'enseigne pas. Tu sais, c'est des institutions psychanalytiques qui, eux, accordent le titre d'analyste. On pourra revenir plus tard sur la formation. Okay. Tu sais, qu'est-ce que ça implique de devenir psychanalyste? Mais les psychologues font de la thérapie et peuvent choisir une orientation qu'on appelle psychodynamique, qui est dérivée, en fait, des idées psychanalytiques. Mais c'est pas c'est important aussi de spécifier ça. OK, cool. On va éclairer voilà. Ça c'est que je lance tout ça. Là, on pourrait revenir en fonction des questions. Cool. Là, en fait, je serais curieuse qu'on aille un peu sur tes motivations personnelles. Qu'est-ce qui t'a amené à développer un regard historique sur l'institutionnalisation de la psychanalyse au Québec? Qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, moi, je vais faire mon essai avec un regard
historienne? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oui, bien en fait, ça a été un choix pas évident. Là. On s'en est glissé un mot précédemment. Dans le fond, à choisir un sujet, ça recouvre beaucoup la question du deuil. Hein? Le choix d'un sujet, c'est faire le deuil de tous les autres. Donc, en tout cas, je n'irai pas plus avant sur mon propre rapport au deuil, mais c'est un processus assez long. Puis je pense que c'est seulement dans l'après-coup, en fait, que j'arrive à comprendre ce qui m'a réellement motivée, des motivations vraiment personnelles puis inconscientes à la limite, mais je pense que c'est le rapport à l'histoire, c'est-à-dire le rapport à la transmission puis à la filiation. Puis, tu sais, on pourrait dire c'est ma propre histoire aussi que je questionne là-dedans, tu sais. C'est au moment, dans le fond, où dans mon parcours, j'étais amenée à passer du divan, là, c'est-à-dire être celle qui s'allongeait chaque semaine pour essayer de sonder ce qui m'habitait avec un analyste, dans la transition, au fait de devenir moi-même thérapeute, tu sais, puis c'est important pour moi de m'inscrire dans une filiation, tu sais, de voir dans la foulée de quel pas, tu sais, je travaillais, c'était qui m'avait précédé, tout ça. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était difficile de commencer ma pratique sans savoir un peu, quel héritage j'avais, tu sais, qu'est-ce que je porte. Et je pense que c'est un intérêt pour ça. Puis en lisant, rapidement, je me suis rendu compte de plein de paradoxes dans cette histoire-là, puis que tout ce que je lisais, c'était l'histoire des institutions. Mais l'histoire d'une discipline, elle ne se résume pas, tu sais, à l'histoire de ces institutions. Puis il y avait toute la constitution d'un milieu initialement, là, avant même 20 ans, en fait, avant la création de la Société psychanalytique de Montréal, il y avait déjà des idées psychanalytiques qui circulaient. Puis toute cette portion-là, en pleine Révolution tranquille, qui est quand même une période fascinante où il se passait plein de choses, puis où le Québec est advenu aussi, tu sais, en fait, il est entré dans la modernité culturelle. Il y avait plein de choses, tout un milieu psychanalytique dont on ne parlait pas. C'est beaucoup de zones d'ombre. Puis je trouve ça quand même paradoxal parce que la psychanalyse, dans le fond, qu'est-ce que ça vise? Ça vise à mettre au jour nos tâches aveugles, tu sais, ce dont on n'est pas nécessairement conscient. Donc, ça m'apparaissait logique dans l'histoire d'essayer de fouiller ces couches-là qui n'étaient pas nécessairement conscientes, peut-être même pour les gens qui l'avaient constitué, ce milieu-là, qui avaient créé les institutions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de paradoxes, puis de contradictions, puis de motivation inconsciente aussi, parce que, tu sais, pour le rappeler, on parle de début de la psychanalyse, mais c'est une discipline qui existait, évidemment, depuis 100 ans, là, en fait, qui existe depuis, mettons, qu'on cible mettons qu'on cite ça au début du 20e siècle. C'est pas une discipline qui est née ici, là, donc on l'a déplacée, ou bien en fait, où on l'a implanté. Mais quand on parle de déplacement en psychanalyse, tu sais, ça implique l'idée d'un transfert. Et il y a toute une dimension inconsciente là-dedans, c'est-à-dire il y a de l'idéalisation dans ce projet-là, il y a des fantasmes. Donc, tu sais, il y a toute une dimension vraiment pas nécessairement consciente. Donc, je trouvais ça important de déplier ces couches-là dans l'histoire même pour être conséquente avec la discipline psychanalytique qui vise justement à lever le voile sur plein de choses inconscientes. Je trouve ça fascinant, en fait. Avant qu'on ouvre les micros et qu'on commence à parler, on discutait un peu tantôt, puis on a posé un parallèle entre le regard historien puis le regard psychanalytique. Puis moi, personnellement, dans mon expérience personnelle, j'ai consulté souvent. Puis, en fait, moi, là où le consulter, c'est devenu plus important pour moi, j'étais déjà à l'université. Donc, j'avais déjà intériorisé beaucoup de concepts propres à la recherche historique, puis à toute la réflexion critique qui vient avec le processus puis la démarche historienne. Puis quand je me retrouvais dans un cabinet avec un psychologue et tout, j'avais toujours le réflexe d'aller vers l'introspection parce que c'était ce que ma discipline m'avait amené. Induisait chez toi comme questionnement, en fait. Exactement, parce que moi, j'étais déjà un peu rodée méthodologiquement pour fouiller le passé. Puis là, dans ma propre démarche, dans ma propre démarche vers le bien-être et tout, ben je voyais absolument l'importance de reculer en arrière, aller voir dans mon enfance, aller voir dans mes relations, aller voir comment j'ai évolué en tant qu'humain dans le temps pour me rendre jusqu'ici. Puis au final, c'est un peu le même genre de questionnement que celui qui m'anime en histoire. Qu'est-ce que la société a vécu
dans son parcours, qu'est-ce que le Québec a connu, admettons, dans ses mouvements sociaux, dans ses affiliations avec, dans ses relations internationales et tout, pour finalement devenir qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, moi, je trouve ça vraiment fascinant de t'inviter ici parce que je trouve que c'est deux domaines qui sont complètement dans deux sphères différentes. Oui, qui sont hétérogènes, mais il y a un objectif commun, puis une démarche aussi commune. Ouais. Exact. Puis tantôt, tu parlais du faire le récit de soi. Puis je trouve qu'en histoire, tu sais, on parle du récit collectif. Puis en fait, je voulais te poser la question, toi, comment est-ce que, mettons, le développement de ta conscience historique influence ta pratique? Bien, c'est ça, c'est pas concret, mais ça teinte exact. Tout. C'est-à-dire que de un, je sais un petit peu, justement, comme je disais, dans quelle trace, quelle trace je suis. Mais je pense aussi que, puis Freud le disait, mais puis j'adhère complètement à ça, qu'il faut être spécialiste de tout, du moins s'intéresser à tout. Un psychanalyste doit s'intéresser à toutes les manifestations humaines, tous les faits humains. Il faut connaître vraiment l'époque dans laquelle on est. L'être humain évolue pas en vase clos, donc il faut s'intéresser à l'histoire, à la politique, à la socio, à la culture, à la littérature. Faut lire des livres, toutes les productions culturelles au sens large, là, pas seulement artistiques, mais culturelles au sens large, pour moi, doivent intéresser le psy pour pouvoir entendre ses patients réellement. Puis ça, donc, ça s'inscrit là-dedans. Je pense que c'est une culture aussi... une culture historique de ma discipline qui teinte, en fait, qui m'enrichit. En fait, ça teinte pas spécifiquement des interventions, bien sûr, que je vais faire, mais je pense que c'est d'être consciente de l'héritage aussi que je porte, dont j'ai hérité à mon insu jusqu'à un certain sens, là, parce que je suis allée à la recherche de cette histoire-là. On me l'a pas donnée, mais on la porte, sans même la connaître, en fait, de la même manière que notre histoire personnelle, elle nous habite aussi, même si on n'est pas conscient toujours de l'impact que ça a sur notre façon de voir le monde. Tellement intéressant. Je te propose qu'on aille peut-être dans le côté un petit peu plus méthodique par rapport à ton essai. Méthodologie. Oui, puis je le mentionne, c'est un essai doctoral. Là. Ça, c'est quand même important de le dire parce que c'est pas une thèse. Donc, c'est sûr, un essai, ça le dit, là, c'est un essai, ça a un ton particulier, c'est une proposition, en fait. Donc, la méthodologie n'est pas la même il y en a une, là, mais c'est pas une méthodologie... premièrement, c'est une méthodologie qualitative. Là. Je ne veux pas devancer tes questions, là, mais c'était important pour moi de spécifier que ce n'était pas une thèse. Donc, ça peut influencer. Je n'ai pas la prétention d'avoir écrit une thèse, donc en termes d'ampleur, là, mais dans le fond et dans la forme, en fait. Oui. Bien, merci de le mentionner. C'est vrai que... je voudrais pas. C'est vrai que c'est quand même un détail important. Donc, c'est ça. Si on revient vraiment... à la méthodologie... Admettons, là, c'est ça, on a jasé, on est allé quand même à plusieurs sphères. J'ai même parlé de ma propre consultation. Mais si on revient à la base, la psychanalyse, comment tu la définirais? OK, oui, faudrait, on en parle depuis tantôt, mais ce serait bien de la définir, en effet. Mais en fait, la psychanalyse, c'est une discipline que Freud, on peut lui accorder la paternité là, de cette discipline-là. Il en faisait une définition tripartite, c'est-à-dire que c'est à la fois un ensemble de théories métapsychologiques, là, de théories méta sur la psychologique, donc sur la psychologie, sur le fonctionnement psychique des individus. C'est aussi une méthode d'investigation, comment on peut accéder au processus inconscient, comment on peut accéder, puis c'est aussi un traitement. On parle de la cure analytique ou de la psychanalyse, quand on dit faire une psychanalyse. On peut dire une analyse aussi, là, ça se peut que j'utilise les termes de façon interchangeable, analyse ou psychanalyse, c'est un peu la même chose, c'est le traitement. Peut-être que ça, c'est... Je peux glisser quelques mots là-dessus, là, au-delà du cliché, la personne qui est étendue sur un divan avec le psychanalyste qui dit rien, là, c'est l'idée qu'il y a un certain déterminisme psychique, que les lapsus, les actes manqués, les rêves qu'on fait, toutes les choses qu'on fait pas nécessairement consciemment ont un sens, sont pas arbitraires. Et ça traduit toute une part de nous dont on n'est pas nécessairement conscient, en fonction justement de notre récit personnel, de notre petite histoire à nous. Et ça part du principe que l'individu qui a une souffrance, que ça se manifeste par un symptôme, les plus communs, malheureusement, anxiété, dépression, mais aussi des maux somatiques, des difficultés relationnelles, des difficultés professionnelles, ça traduit une conflictualité interne, quelque chose qui se passe à notre insu puis qu'on va tenter de mettre au jour.
à l'aide d'un thérapeute. Les outils principaux, c'est l'analyse du transfert. Comme je le disais, pour l'analyste, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe dans la relation que le patient établi avec le thérapeute en fonction de ses propres schémas relationnels. C'est l'idée qu'il va un peu reproduire avec le thérapeute ce qu'il a vécu, là, puis je schématise vraiment de façon grossière, là, mais ce qu'il a vécu comme lien avec ses premières figures d'attachement. Il y a plein de ses angoisses, de ses mécanismes de défense, de sa façon, en fait, de réagir à tous les stimuli qui vont se jouer dans cette relation-là. Et bien, on va utiliser la libre association, c'est-à-dire que le patient, chaque semaine, ou en fait, selon un cadre quand même régulier, à une heure fixe idéalement, de façon régulière, va essayer d'associer librement, c'est-à-dire parler sans thème imposé, sans schéma préétabli de ce qui l'habite. Puis bon, ça, c'est vraiment encore là une façon très simplifiée de le dire. Donc, la psychanalyse, c'est à la fois le traitement, mais c'est aussi toutes les théories, mais comme je disais, métapsychologiques qui sous-tendent cette discipline-là. Puis, tu sais, on parle de la psychanalyse, mais j'ai quand même envie de spécifier que Freud a lui-même beaucoup bougé, tu sais, que sa vision de la psychanalyse a changé, qu'il y a différents moments dans son œuvre, il s'est ravisé de certaines conceptions qu'il jugeait erronées, puis c'est en fonction de sa pratique avec des patients aussi qu'il a toujours évalué. Donc, il y avait une scientificité en ce sens-là. Tu sais, il y avait une grande rigueur. Souvent, on pense, tu sais, on dit c'est un peu du n'importe quoi, ou il y a un aspect scientifique qu'on n'accorde pas toujours à la psychanalyse, alors qu'il y en a des fondements scientifiques, une rigueur. Ça, c'est une chose, mais du moment même où, en fait, de son vivant, là, il y avait... Tu sais, la psychanalyse, c'est pas Freud, là. Il y a eu des disciples et tout. Et après sa mort, surtout, il y aura une diaspora, probablement une diaspora dans le monde, là, et donc une influence culturelle aussi dans la manière de penser, de pratiquer la psychanalyse. C'est un peu ça que j'ai voulu sonder dans mon essai doctoral. Mais il y a aussi plein de divergences aussi dans la façon de concevoir l'être humain. Puis ça, on voit que l'histoire a beaucoup joué là-dedans. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on a beaucoup reproché à la psychanalyse d'être pessimiste, tu sais, qu'il y a un certain déterminisme. Donc, il y a un mouvement humaniste, par exemple, qui est né de ça avec l'idée qu'il y avait un espoir pour l'être humain. Il y a des concepts comme l'actualisation de soi, tu sais, des concepts qui n'existaient pas vraiment avant en psychanalyse. Puis, évidemment, il y a les neurosciences aussi plus tard qui sont venues enrichir. Donc, on ne peut plus parler d'une psychanalyse, mais j'ai envie de dire des psychanalyses. Oui. Puis le terme psychodynamique aussi renvoie à ça. Tu sais, c'est une façon de dire comment il y a tout un champ de la pratique et de la clinique qui s'inspire d'idées psychanalytiques, mais qui se sont enrichis aussi des autres disciplines. Et je pense pas, en tout cas, ça, c'est un avis très personnel, que c'est peut-être pas tous les analystes qui le partagent, mais que c'est pas une édulcoration de ces idées-là. Tu sais, mais je trouve qu'il y a une façon de continuer à en fait, apporter un héritage freudien tout en y ajoutant, tu sais, l'apport de d'autres disciplines et en y ajoutant aussi la composante culturelle, par exemple, ou, tu sais, toutes les nouvelles réalités, en fait, du monde qui nous entoure. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question de ce que c'est. C'est beaucoup de choses, mais c'est ça. Bref, méthode de traitement et discipline aussi, et ensemble de théories. Parlant de théorie, ton essai, c'est un essai théorique. Oui. Puis au début, tu le situes dans le champ de l'herméneutique historique. Oui. Là, je ne veux pas avoir la plate avec mes définitions, mais comment tu définirais l'herméneutique historique? Bien, en fait, l'herméneutique, c'est rien d'autre que l'art d'interpréter. En fait, on parle d'herméneutique littéraire, on va analyser, interpréter les œuvres d'art, l'herméneutique théologique, on va analyser les textes sacrés, l'herméneutique juridique, on va analyser les sources de la loi. Dans le fond, l'herméneutique historique, c'est l'interprétation des témoignages et des discours sur l'histoire. Mais, tu sais, c'est pas une méthodologie en tant que telle, c'est plus une modalité du comprendre. C'est comme une posture du chercheur. Okay. Ça part du principe que le chercheur, il n'y arrive pas sans a priori. Tu sais, il a son bagage à lui, il a toute sa grille d'analyse qui fait en sorte qu'il appréhende le corpus avec ses propres préjugés. Mais je parle pas préjugés de façon négative, là, comme une négation d'autres, mais des préjugés comme une pré-compréhension du monde. Une conception. Et c'est à partir de ça qu'il va interpréter. Tu sais, dans le fond, on pourrait dire qu'on est tous des herméneutes du quotidien, dans le sens que les discours auxquels on est confronté, les comportements de nos proches, on les analyse en fonction d'une grille qui est tributaire de notre propre construction biographique, dans le fond. Alors, ça reproduit un peu, c'est une posture particulière donc du chercheur qui, dans le fond,
quand il appréhende son corpus, il va à la rencontre de lui-même. C'est lui qui rencontre. Puis ça s'inscrit donc, je vous renvoie à la pensée d'Heidegger, puis plus tard de Gadamer, puis de Ricoeur. Je n'ai pas la prétention de faire un cours sur Heidegger aujourd'hui, là, mais c'est vraiment comme une posture du chercheur. Donc, ce n'est pas une méthode d'analyse. Je pourrais glisser 2 mots de la méthode que j'ai utilisée pour analyser mes données, mais c'est vraiment une façon d'appréhender le corpus, une posture plutôt. OK. Puis justement, en termes de méthodologie, tu disais tantôt que tu as préconisé l'approche qualitative. Oui. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que qu'est-ce qui est qualitatif versus quantitatif? Oh boy, ben c'est ça. En fait, les sciences dites naturelles utilisent une approche quantitative, là, où on est dans le quantitatif. Dans les sciences humaines, c'est les deux. En fait, en psycho, il y a beaucoup de quantitatif aussi. Puis en fait, un même corpus pourrait être soumis à différents types d'analyses. L'analyse qualitative, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire autrement que c'est qualitativement. Donc, après ça, c'est des analyses complètement différentes, là, c'est-à-dire, c'est non seulement une posture du chercheur, mais après, il y a des stratégies très, très différentes. Peut-être type de source aussi qui est plus, en fait, qualitatif, à moins que je me trompe, c'est l'interprétation d'expressions humaines. Ah oui, bon, pour moi, ça a un peu de ça, parce que je baigne dans le qualitatif, là, mais c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment faire une analyse qualitative de données chiffrées, là. Ça va être un peu redondant. Donc, c'est des sources. Puis moi, évidemment, ça allait de soi que j'étais dans une approche quali. Oui, c'est ça. Mais, Fait que c'était quel type de source, justement? Oui, en fait, c'est des... je repensais. Tu sais, ça allait de soi, moi, que je travaillais avec des textes écrits. Puis on m'a demandé à un moment donné naïvement, mais pourquoi tu fais pas des entretiens? Mais pour la bonne raison que la plupart des analystes de cette période-là sont décédés, en fait. Bienvenue en histoire. Oui, c'est ça. Très, très vieillissant. Mais en fait, ce qui est intéressant, les psychanalystes aimant beaucoup parler et écrire sur leur propre discipline, il y avait une infinité de sources biographiques. Puis il y a même beaucoup d'entretiens qui ont été faits avec les analystes de cette période-là. Donc, c'est pas moi qui ai mené les entretiens, mais c'est quand même une source super intéressante. Je trouve, donc c'est des sources, comme je le disais, des sources écrites, là. En fait, j'ai à la fois, j'avais des ouvrages sur l'histoire du Québec, sur les révolutions tranquilles, modernité culturelle, des ouvrages sur l'histoire de la psychanalyse au Québec, donc qui provenaient autant des institutions, bulletins, des bulletins officiels, journaux, revues, machin, que des témoignages et des réflexions théoriques aussi sur l'institution. Là, je pourrais y revenir parce que le rapport à l'institution en psychanalyse est source de beaucoup de conflits puis de dissensions selon comment on se positionne en tant qu'analyste par rapport à... Est-ce qu'on accorde le rôle à l'institution de cautionner notre parce que c'est pas un titre réservé, c'est pour ça qu'il y a tout un tu sais, je sais pas si c'est familière avec Lacan par exemple, ce psychanalyste qui disait la fameuse formule, c'est s'autoriser de soi-même. Ça, c'est ce que les gens rapportent, mais c'est « et de quelques autres ». C'est l'idée quand même qu'il y avait une caution, mais par les pairs, tu sais, sous un régime un peu de cooptation, un modèle moins hiérarchique qu'institutionnel. Mais lui est un peu dans la marge. Donc, les psychanalystes, de façon générale, accordent quand même à l'institution le rôle de cautionner, non pas un titre, mais c'est comme un titre moral un peu, devenir psychanalyste. Donc, c'est eux qui vont former les psychanalystes. Okay. Là, je ne veux pas devancer peut-être d'éventuelles questions, mais tout ça pour dire que c'est une question qui est importante. Puis je voulais que mon corpus en tienne compte. Puis un dernier type d'ouvrage que j'avais, c'est sur la question justement du devenir analyste. Là. C'est une façon un peu, ça a l'air un peu pompeux, là, mais devenir analyste, c'est dans le fond, qu'est-ce qui sous-tend ce désir-là vocationnel? Comment on peut envisager la transmission, la formation, étant donné justement que c'est pas comme un autre métier où on va à l'école ou suivre tel programme. C'est une formation qui est singulière aussi, qui passe par un vecteur de transmission expérientielle, qui est le fait d'avoir vécu soi-même une analyse. Un psychanalyste ne peut pas se réclamer psychanalyste s'il n'a pas lui-même suivi une analyse de plusieurs années. Bref, c'est que ça, c'était mes 3 sortes de sources, en fait. Puis par curiosité, les ouvrages sur l'histoire du Québec que tu utilisais, est-ce que tu te rappelles un peu... Bien, il y a Yvan Lamonde, en fait, qui est vraiment quelqu'un que j'estime énormément, que j'ai rencontré d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup écrit sur l'histoire de la psychanalyse. Donc, cet historien-là des idées, c'est un peu, en fait, c'est ses écrits majoritairement là, qui m'ont aiguillé. C'est lui qui a écrit l'histoire des idées au Québec? Oui, c'est ça, exactement, qui était professeur à McGill. J'espère que je ne le mets pas prématurément à la retraite. En fait, je pense qu'il... Mais en tout cas, ex-professeur ou professeur à McGill, mais oui, en département de littérature. Puis...
qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des idées, exactement, au Québec. Très intéressant. OK. Je vois un peu plus où est-ce que tu te situes. Puis, à la base, ta question de recherche initiale, est-ce que tu avais une ou des questions? Trop de questions. Ouais, non, c'est ça. En fait, pas tant une, mais comme je disais, j'ai été très étonnée que le 20 ans entre le début de la circulation des premières idées là, psychanalytiques puis la création des institutions, on en parle peu. Donc, en pleine Révolution tranquille, je me suis demandé, pourquoi à ce moment-là? En fait, de quelle manière la psychanalyse a pu constituer une espèce de brèche ou a pu peut-être accélérer aussi l'entrée du Québec dans la modernité culturelle? Tu sais, de quelle manière c'est intriqué? Tu sais, c'est l'avènement de cette discipline-là, mais c'est aussi l'avènement du Québec comme nation, d'une certaine manière. Là. Donc, c'est une réelle modernité. J'ai voulu voir les effets de ce contexte-là, de la Révolution tranquille, sur la manière dont cette discipline-là a été implantée. Puis les répercussions peut-être à plus long terme dans le rapport aux institutions, notamment. J'ai voulu savoir comment Mayou, non pas le doc, mais bien le père, et Miguel Prados, là, qui sont les deux à qui on peut attribuer le premier enseignement des idées de Freud, ont constitué des courroies de transmission. Pourquoi on en parle peu? C'est-à-dire pourquoi ils ont été écartés de l'histoire, pourquoi on les a pas réhabilités aussi. Donc, c'est tout un rapport au père aussi. On parle souvent de ça dans la culture en général, dans les films. Il y a beaucoup de questions de ça, le rapport au père avec un petit P et un grand P. Tu sais, le rapport à l'autorité aussi. Tu sais, puis d'essayer d'inscrire ça dans l'histoire du Québec plus macro, tu sais, une histoire coloniale avec une espèce de triple colonialisme, un peu, tu sais, l'influence des États-Unis, le rapport de domination-soumission aussi à la France et à la Grande-Bretagne. On essaie de voir de quelle manière ce destin-là colonial a pu se répercuter sur cette histoire, l'histoire de cette discipline-là ici. De voir aussi comment les institutions, je le dis trop vite, pourquoi il y a eu tellement de conflits aussi autour de la création. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces conflits-là, en fait? Est-ce qu'il y aurait une conception de la psychanalyse qui serait propre au Québec? Finalement, de quelle manière? Est-ce qu'il y a une couleur particulière de la psychanalyse québécoise? T'sais, est-ce qu'on peut dire que les psychanalystes québécois ont une façon de concevoir cette discipline-là et de la pratiquer qui serait propre au Québec? Ouais. Selon quelle variable aussi? Puis, c'était quoi finalement tes hypothèses, tes conclusions? Qu'est-ce qui explique que la psychanalyse, son institutionnalisation, se soit faite justement dans les années 60 au Québec? Qu'est-ce qui, quand tu dis il y a eu une brèche, il y a eu quelque chose qui a permis l'émergence de cette discipline-là ici, alors qu'elle était bien présente dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis, etc. Mais au Québec, avant la Révolution tranquille, de ce que je comprends, la psychanalyse était absente. Oui, absolument. Donc, elle est arrivée pendant cette espèce d'entrée vers la modernité-là, mais quels sont les facteurs qui ont permis ça? Bien, en fait, ça n'aurait pas pu être autrement. Puis, tu sais, si on remonte, là, mettons, la Révolution tranquille, c'est quoi? C'est vraiment un changement de paradigme, dans le fond, où on va essayer de se soustraire à la domination de l'Église catholique, à ses dictats religieux. Donc, il y a comme deux mouvements qui sous-tendent ça. D'un côté, il y a un mouvement d'objectivation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va prendre la place de la religion comme mode de connaissance du monde? Ouais. Bien, ça va être la montée des sciences sociales, des sciences humaines. Tu sais. Puis l'ACFAS, l'Association canadienne-française, l'avancée des sciences, bref, est créée en 1933, puis ça témoigne de ça, c'est-à-dire une volonté dans les universités vraiment de se doter des institutions pour faire la promotion de données objectives, entre guillemets, sur le monde. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir une connaissance de soi et du monde qui ne soit pas celle que l'Église nous offre. Ça, c'est le mouvement d'objectivation, puis c'est important dans l'histoire de la psychanalyse parce que c'est dans les universités, dans les départements de psychiatrie à McGill et de psychologie à l'Université de Montréal que les idées de Freud vont commencer à circuler. Okay. Donc ça, c'est un premier mouvement. Puis d'un autre côté, il y a tout un processus de subjectivation aussi. C'est-à-dire qu'on le voit particulièrement, en fait, on le voit en politique, là, il y a la montée d'un sentiment national. On va remettre toutes les revues comme Cité libre qui vont remettre en cause, en question, en fait, l'autorité du clergé, mais c'est surtout dans le milieu artistique que ça va se faire sentir. En fait, on va voir en littérature que les thèmes vont changer. Ce ne sera plus le terroir, la ruralité, ça va être le sujet qui va parler. On va le voir par la forme aussi. Un jeu narratif plus
va émerger, plus important. Puis la modernité, dans le fond, la modernité littéraire, on la situe en 1937 avec l'apparition de Regards et jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau, où là, vraiment, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire autant dans le fond que dans la forme. Dans les arts visuels, évidemment, on pense à Refus global en 1949, tu sais, dans le passage de la figuration à l'abstraction. Donc, on voit là-dedans, c'est quoi finalement, tu sais, l'abstraction, c'est l'idée qu'on veut plus représenter le monde, mais témoigner d'un monde intérieur, donc d'un sujet qui se découvre, qui veut témoigner d'une réalité subjective et non pas d'une réalité qui est devant lui, qui veut donner à voir. Mm-hmm. Il veut témoigner de son expérience personnelle dans un monde qui est en pleine mutation, en fait. Donc, il y a des thèmes nouveaux, mais il y a aussi toute une manière différente dans des procédés picturaux d'en rendre compte. Puis Refus global, c'est c'est une proposition radicale là, pour l'époque. C'est quand même l'idée de se défaire là, des dictats religieux, mais il y a vraiment une infinité de parallèles qu'on pourrait faire entre la proposition de Refus global puis celle de la psychanalyse. Mm-hmm. Quand on pense à l'importance accordée au rêve, à l'onirisme, au fait de se défaire des puissances résonantes. Donc, en fait, on voit que tout ça venait carrément paver la voie pour l'arrivée de cette discipline-là qui place la subjectivité de l'individu au cœur de la démarche. Il faut ajouter à tout ça le contexte d'après-guerre parce que autant il y a eu un mouvement d'immigration, évidemment, beaucoup de psychanalystes sont venus ici, ont amené avec eux des idées, mais ça a permis aussi à des analystes qui voulaient se former. Comment se former s'il n'y a pas de psychanalyste établi? Il fallait aller se former ailleurs. Donc, cette ouverture-là du Québec sur le monde, ça amène une circulation d'idées qui était essentielle. Finalement, cette modernité-là culturelle, toutes les conditions étaient là pour que la psychanalyse puisse arriver. Puis la psychanalyse, je pense, est venue, elle aussi, enrichir, en fait, cette entrée-là dans la modernité puis dans la connaissance de soi. Parce qu'en fait, autant le Québec, comme je le disais, advient comme nation, tu sais, moderne, mais la psychanalyse, c'est aussi le fait de faire advenir le sujet comme étant celui qui est au cœur, tu sais, de ce qu'il vit parce qu'il est au courant de ce qu'il habite. Mais là, peut-être, je veux pas... Je ne veux pas avoir l'air ésotérique. Là, je te vois réfléchir. Non, je ne sais pas si ça a du sens. Ça me stimule à mort. Là, je réfléchis full. Alors, c'est ça. Ça, je pense que c'est un premier point important. Tu sais, ce mouvement-là, en fait, c'est quoi la modernité? Objectivation et subjectivation qui se rencontrent. C'est des mouvements en apparence contradictoires, mais ils ont quand même comme point commun de se défaire d'une répétition inconsciente de schémas préétablis qui étaient, au Québec, des schémas religieux. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est... Tu sais, tantôt, on faisait beaucoup le parallèle entre la pensée historienne et la pensée psychanalytique. Puis dans les années 60, en fait, il y a vraiment... Ben là, encore une fois, ça dépend dans quel courant historiographique tu t'insères, là, mais si tu fais partie de l'école qui dit qu'il y a une coupure entre la Grande Noirceur et la Révolution tranquille, ça veut dire qu'il y a définitivement un changement de paradigme puis un changement de référent sur qu'est-ce que l'identité québécoise. Mm-hmm. Si on adhère à cette thèse de rupture-là, à l'école on passe puis qu'il y a vraiment une genre de coupure, là, ou du moins dans tous les cas, on s'entend pour dire qu'il y a une certaine transition qui se fait dans cette période-là, ben on se dit dans ce cas-là, tu sais, même les Canadiens français ont changé de nom pour se nommer Québécois à partir de cette période-là. On a vraiment comme clarifié le territoire. Bon, c'est à se demander, est-ce que identitairement, il y avait un besoin de construire un récit collectif, puis la psychanalyse, bon, là, je me perds un peu dans mes idées, mais est-ce qu'on peut calquer un peu cette science-là, la psychanalyse, du particulier au collectif pour se dire c'est logique, en fait, que ce soit à ce moment-là dans l'histoire que la psychanalyse arrive, parce que c'est à ce moment-là où le peuple, là, je pose des hypothèses, se lève en tant que nouvelle collectivité et a besoin de se définir. Donc, il a besoin d'aller chercher dans son passé pour se trouver des référents et tout. Donc, ça pourrait peut-être, je sais pas, être un genre de connexion qu'on peut faire entre le particulier puis le collectif, absolument. L'individu qui s'insère dans sa collectivité, la collectivité qui porte en elle des milliers d'individus qui ont besoin de se définir. Oui, oui, non, mais absolument, mais je pense que c'est aussi l'importance qui est accordée à soi. C'est à partir du moment où on n'a plus d'autorité religieuse pour nous dire qui on est, ben faut avoir dans une recherche identitaire aussi, donc c'était collectif, mais c'est individuel aussi, bien sûr. Oui.
Donc, oui, il y aurait des parallèles. D'ailleurs, il y en a qui ont essayé de tenter de faire la psychanalyse québécoise, le Québec sur le divan, mais oui, il y aurait absolument plein de choses dans notre rapport à la langue aussi, notre rapport à l'autorité. Tu sais, collectivement, il y a plein de... Il y a une vision, une analyse, entre guillemets, psychanalytique qu'on peut faire de la société québécoise comme de n'importe quelle culture. Est-ce que c'est la fameuse psychosociaux? Ben c'est ça, oui et non, là, c'est-à-dire que je suis pas une spécialiste de la psychosociaux, mais tu sais, c'est ça, c'est parce que la psychanalyse aussi est venue, on parle d'ethnopsychanalyse, tu sais, c'est ça, là, éteinte, c'est vraiment un rapport à ce qui est caché en soi, puis ça, mais la psychosociaux, si je me trompe pas, est peut-être moins et plus dans la psychologie que la psychanalyse, mais là, je vais m'arrêter avant de dire des bêtises. Exact, moi aussi, je l'ai senti quand je suis allée sur mes hypothèses, que là, j'étais vraiment plus dans la spéculation qu'autre chose. On lance, qui est parfait aussi. Exact. Écoute, pour vrai, on a quasiment pas plus de temps. J'ai l'impression d'avoir rien dit. C'est tellement riche. Là, genre, je pense qu'on aurait pu faire une discussion de 3 heures autour de ça. C'était vraiment fascinant. En tout cas, je te remercie vraiment d'être venu. Ça coupe court, mais c'est ça. Ça me fait plaisir d'avoir parlé de quelque chose qu'on dit justement moribond, puis en fait qui anime. Mais je pense qui anime notre. Je pense ça a changé notre vision des choses, notre vision du monde. Je pense que la psychanalyse nous a légué aussi toute une façon de voir le monde qui est encore bien actuelle. Puis en tout cas, j'espère la garder bien vivante puis contribuer à la garder vivante comme discipline. Fascinant. Puis j'aurais peut-être une dernière question en finissant. En pré-entrevue, je me rappelle que tu avais dit que tu trouvais ça drôle que je t'approche pour ce sujet-là parce que la psychanalyse, c'était, comment tu disais, Ben, à la blague, je dis souvent que mon sujet de thèse intéresse 4 personnes âgées au Québec, mais visiblement, nous en faisons tous partie. Donc, finalement, peut-être plus que 4 personnes et peut-être pas uniquement des personnes âgées, mais j'adore les personnes âgées. Je me considère même comme une personne âgée sous plusieurs aspects. Donc, voilà, finalement, peut-être qu'il y aura une relève. Mais ça faisait partie, en fait, en terminant, j'aimerais quand même le mentionner, des choses que j'aurais voulu explorer dans une autre thèse ou que j'espère que des futurs chercheurs aussi en histoire ou en psychologie travailleront. C'est quoi le milieu, quel est en fait l'état de la psychanalyse actuellement, puis c'est quoi l'héritage. Moi, j'ai plus parlé en amont, de la constitution du milieu, mais qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la pratique actuellement, puis de quelle manière elle est incarnée par toute une génération de cliniciens dont je fais partie. J'espère à suivre, en fait. Aimerais-tu la faire? Ben là, dans une autre vie, là, mais là, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, pas d'autres thèses, non, s'il vous plaît. Là, je vais m'occuper de mes enfants et de ma carrière. C'est mais dans une autre vie, d'accord. C'est clair. Bon, ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir été là encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir de rencontrer des belles personnes puis d'avoir des échanges au sujet du métier d'historienne au Québec. Je tiens également à remercier Jérémy, qui fait la chronique café à chaque début d'émission, puis qui est toujours là pour me supporter à chaque semaine. Puis je remercie aussi le Studio SF, Nicole et Catherine, qui sont toujours là pour nous supporter avec la technique. Donc je vous dis à dans 2 semaines. Je remercie les partenaires du podcast et je pense tout d'abord au café YoEco qui nous fournit gentiment un café Third Wave à chaque épisode du podcast. YoEco est un espresso bar de 3e vague situé dans le quartier Ville-et-Mort dans le sud-ouest de Montréal et il garde un inventaire de café produit par des torréfacteurs locaux. Je vous encourage fortement à aller y faire un tour. Vous allez voir que le personnel est particulièrement attentionné et sympathique et surtout, c'est un café qui est dog-friendly. Je tiens également à remercier les éditions du Septentrion qui supportent le podcast en facilitant les communications auprès de certains auteurs et de certaines autrices que je cherche à rejoindre. La maison d'édition a aussi l'aimabilité de me partager quelques livres lorsque je reçois l'un de leurs auteurs ou l'une de leurs autrices, ce qui me permet de significativement mieux comprendre les sujets de prédilection de mes invités. Enfin, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la page Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui fonctionne par abonnement mensuel. Donc, c'est libre à vous de décider du montant de votre contribution.
Puis, j'ai programmé la plateforme pour différents montants, donc n'hésitez pas à supporter le projet en fonction de votre budget. Sincèrement, c'est vraiment le moyen le plus direct de supporter le projet parce que 100% des revenus qui sont générés par la page Patreon sont investis en frais de studio, en logiciels informatiques nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du podcast.